Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, Journée mondiale des femmes sans voile célébrée chaque 10 juillet, elle vise à mettre en lumière la liberté de choix des femmes concernant leur habillement. Remise de subventions au Dara à Thiès, la commune Thiès Nord a dégagé 3 500 000 francs pour les Dara. Et puis ce mercredi 9 juillet 2025, l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Mam Abdul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane a organisé un sitting avec respect des urgences. La page de l'actualité internationale viendra boucler cette édition. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La journée mondiale des femmes sans voile célébrée ce 10 juillet. Elle vise à mettre en lumière la liberté de choix des femmes concernant leur habillement et à dénoncer la pression sociale ou religieuse qui peut les contraindre au port du voile. Cette journée est aussi un hommage à celles qui, dans des situations difficiles, ont fait le choix de ne pas porter le voile, souvent au risque de leur sécurité. Le point, c'est avec Seynabou Diouf. La Journée mondiale des femmes sans voile est célébrée chaque année le 10 juillet. Elle est relativement récente. Cette journée a émergé au cours des années 2010, portée par des militantes des droits humains et des femmes issues de contextes où le voile est imposé, parfois par la loi, parfois par la pression sociale ou familiale. Cette journée est un symbole de liberté individuelle et de soutien aux femmes qui ont fait le choix, souvent difficile, de retirer le voile dans des environnements contraignants. La Journée mondiale des femmes sans voile a été initiée par des militantes féministes d'origine iranienne et afghane, notamment à travers des réseaux sociaux. Elle s'inscrit dans des mouvements plus larges tels que White Wednesdays, My Stately Freedom, lancée par la journaliste militante iranienne Masih Alinejad. Ces initiatives visent à soutenir des femmes dans leur liberté de choix vestimentaire, en particulier dans des pays où le port du voile est obligatoire, mais aussi à offrir un espace d'expression aux femmes qui souhaitent vivre sans contraintes religieuses ou culturelles sur leur apparence. Merci Seynabou Diouf. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, 100 Dara à Thiès ont bénéficié d'une subvention du maire de la commune de Thiès Nord, Mamadou Diakhaté. La cérémonie de remise de cet appui s'est tenue hier à la salle de délibération de la mairie de Thiès Nord. Pour un coût global de 3 500 000 francs CFA, cet appui, selon l'édile, permet de repositionner les Dara dans le système éducatif. Le maire de la commune de Thiès Nord, Mamadou Diakhaté, est au micro de Moussa Mbaye. Nous sommes réunis aujourd'hui ici au niveau de l'hôtel de la commune de Thiès Nord pour procéder à la distribution de la subvention réservée aux Dara ici qui sont dans la commune. Ça n'a pas été facile, il faut le dire comme ça, parce que nous sommes à la deuxième édition. Mais au passage, la commission a fait un excellent travail. Ils ont pu faire le déplacement dans les quartiers, également faire le recensement. Aujourd'hui, il y a 100 Dara qui se sont bénéficiés de cette subvention qui s'élève à peu près à 3 500 000. Alors, très bien. C'est tout ceci, quand vous le voyez, nous voulons entrer en étroite ligne avec la politique de l'État central qui vise véritablement à repousser ou bien même à repositionner les Dara dans le système éducatif. Donc ça répond intégralement à l'agenda 2050 que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, est en train de dérouler avec son gouvernement. Nous on s'est dit qu'ici au niveau de la base, ce qu'on peut faire c'est de s'approprier de cette politique éducative
donc subventionner les daara, les accompagner donc, pour qu'ils puissent véritablement donc, se formaliser, les accompagner donc, pour qu'ils puissent également donner un enseignement de qualité donc, à nos enfants. Donc, ce travail a été donc, fait par la commission éducation, culte et affaires religieuses. C'est deux commissions ou bien trois qui ont travaillé donc, en étroite collaboration donc, pour pouvoir faire ce travail. Maintenant, on a une base de données sur laquelle on va s'appuyer désormais pour pouvoir donc, dérouler notre politique éducative sur tout ce qui concerne donc, les écoles coraniques qui sont ici au niveau de la commune de Thiès-Nord. Santé dans ce journal ce mercredi 9 juillet 2025, l'intersyndicale de Tivaouane de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh a organisé un sitting avec respect des urgences, port de brassard rouge et un point de presse. Les blouses blanches massivement mobilisées ont dénoncé des conditions difficiles de travail. Parmi leurs doléances, un redéploiement du personnel vers le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy en attendant la réhabilitation. Sidi Lamine Ndoye est le coordinateur de l'intersyndicale des travailleurs SA. Je vous propose de le suivre. Bon, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour adresser un message très fort à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit de l'État. L'hôpital Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane a atteint ses limites. L'hôpital Abdou Aziz Dabakh aujourd'hui représente même un danger pour les populations qui le fréquentent dans la mesure où aucune condition de travail normale n'est requise. Les conditions de travail sont catastrophiques. Depuis presque quelques années, nous sommes en train de souffrir. L'hôpital a été victime de cette non-assistance en termes de subventions financières. L'hôpital a été relevé au niveau 2. Depuis 2020, l'hôpital a été relevé au niveau 2. Mais jusqu'à présent, nous percevons une subvention financière de niveau E. L'hôpital souffre d'investissement de l'État. Aujourd'hui, il y a des difficultés très énormes que nous rencontrons dans l'exercice de notre mission. En ce même moment, au moment où l'hôpital est en train de vivre des difficultés, on a fermé un hôpital qui a été construit, qui est neuf, qui est de niveau 3. Depuis 2 ans, on a fermé cet hôpital et on entend maintenant qu'ils veulent l'ouvrir, ils vont y amener d'autres personnes, etc. L'hôpital Seydi Hadji Malick, l'hôpital Seydi Hadji Malick est le fruit de notre combat. L'hôpital Seydi Hadji Malick est le fruit de notre combat. C'est parce que nous avons élevé nos voix, c'est parce que les autorités religieuses, les autorités politiques et administratives ont tapé sur la table que cet hôpital a été construit à Tivaouane. Maintenant, cet hôpital qui devait venir et régler le problème de l'hôpital Abdou Aziz Dabakh constitue entre guillemets une sorte de menace parce que tout simplement, ils veulent nous laisser continuer dans des conditions exécrables, difficiles et ouvrir un nouveau hôpital et affecter de nouvelles personnes. Nous disons que c'est une démarche qui est injuste de la part de l'État qui veut ouvrir. Et puis, face aux défis cruciaux en matière de santé des populations, la commune de Notto Diobass sent l'urgence de se doter d'une ambulance médicalisée et d'un appareil démographique. Cette doléance incluse dans l'élaboration des besoins du CDS pourrait permettre aux postes de santé de servir également d'autres postes de santé de la commune. Le maire Alioune Sarr est interpellé à appuyer ce plaidoyer. Amadou Mbaye est le médecin chef du district sanitaire de Thiès. Nous le suivons. Le CDS est une entité qui permet à la population de pouvoir jouer sa participation dans la gestion du poste de santé. Et actuellement, nous avons vu que c'est une innovation que le secteur exécutif du CDS de Notto a eu à faire à travers ce lancement donc, des activités du CDS, du nouveau CDS de Notto. Et pour dire vrai, en tout cas, le CDS est une organisation extrêmement importante dans la vie du poste de santé. Avec ces 3 organes, donc à travers l'Assemblée générale, le conseil de direction, mais aussi le secrétariat exécutif.
Et chacun, en ce qui le concerne, a un rôle extrêmement important dans l'animation de la vie du poste de santé. Oui, effectivement, je pense que c'est une demande très légitime et je pense que cette question sera gérée en rapport avec le maire de la commune, M. Alioune Sarr. Cette question sera gérée aussi avec les partenaires, mais aussi avec nos autorités sanitaires pour quand même que ce plaidoyer puisse être porté au niveau des plus hautes autorités pour que Noto puisse avoir une ambulance. Parce que véritablement, en tout cas, c'est un besoin important pour, en tout cas, non seulement le poste, mais pour la commune même. Parce que cette ambulance, si elle vient à Noto, pourra servir même les autres postes de santé qui se trouvent dans la commune. Donc, pour dire que véritablement, c'est une demande très légitime que je soutiens à 100% et nous ferons en tout cas les plaidoyers nécessaires pour que cette ambulance puisse. Le ministère de la Famille et de Solidarité, à travers la direction de l'équité et de l'égalité de genre, a organisé un atelier crucial de partage et de dissémination de son nouveau système national de suivi-évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Cette initiative soutenue par l'Agence française de développement vise le partenariat édifice, vise à renforcer la coordination, la redevabilité et l'efficacité des interventions en matière de genre au Sénégal. Suivons les propos de Atou Diouf Gueye, elle est directrice de l'équité et de l'égalité de genre. L'évaluation à mi-parcours de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre a souligné la nécessité d'établir un système harmonisé et opérationnel de suivi et évaluation adapté aux besoins de performance. Elle préconise une coordination efficace entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la SNEG, à savoir les institutions de la République, les ministères sectoriels, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. C'est dans ce cadre que s'inscrit la mise en place d'un système de suivi-évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, SNEG, objet de cette rencontre. L'importance d'un système de suivi-évaluation pour la SNEG ne saurait être sous-estimé. Il constitue un instrument déterminant d'une démarche stratégique car il permet de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les obstacles persistants, d'ajuster les interventions et de rendre compte de manière transparente et rigoureuse des résultats obtenus. Nous doter d'un mécanisme opérationnel digitalisé nous permet également de mettre au service des acteurs de l'écosystème un instrument de gouvernance transparente et efficace. Et nous sommes à l'ère de la transparence et nous savons également que la digitalisation de l'administration publique est une priorité pour le chef de l'État qui a instruit tous les secteurs d'aller dans ce sens. La création de ce système digital découle des recommandations issues de l'évaluation à mi-parcours de la SNEG. Ce système renforce la redevabilité et facilite la prise de décision, élément essentiel pour améliorer l'efficacité de la stratégie qui a déjà permis d'obtenir des résultats satisfaisants. Nous pouvons dire que nous avons fait une grande avancée, ce qu'a révélé l'évaluation à mi-parcours de la SNEG qui a été bouclée définitivement en début 2023. Nous avons obtenu des progrès dans plusieurs secteurs. D'abord dans le secteur primaire, si on peut citer au niveau de l'agriculture, vous avez vu que nous sommes intéressés plus aux questions liées à l'accès des femmes à la terre, aux équipements et aux intrants agricoles. Et il consistait pour nous dans ce secteur, par exemple, de prendre des mesures phares pour favoriser cela. Il en est même de la pêche par rapport à l'accès des femmes aux instances de gouvernance des différentes instances de la pêche. C'est le cas de l'élevage, etc. Sur les 25 ministères dont nous avons aujourd'hui, déjà 16 ont leur plan d'institutionnalisation de genre. Ça, c'est un progrès notoire. Au plan vraiment des audits, parce que les audits nous permettent de tester le niveau vraiment de sensibilité genre des secteurs. Nous avons sur les 25 ministères 18 qui ont déjà réalisé les audits, sans compter ceux lancés cette année. Ainsi, grâce au soutien de l'assistance technique édifice, la direction de l'équité et de l'égalité de genre dispose désormais d'outils conçus
pour relever les défis et renforcer l'efficacité des politiques publiques. Expertise France, en tant qu'agence publique de coopération internationale, accompagne depuis plusieurs années des projets en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. À travers l'assistance technique du partenariat Édifice, elle soutient aussi les institutions dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest et du Golfe de Guinée pour renforcer leurs politiques publiques, professionnaliser les acteurs et améliorer la coordination afin de faire progresser concrètement l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette rencontre de partage a réuni des représentants des ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales et de la société civile. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur les informations internationales? C'est un rapide survol. Waré-Dione. En République démocratique du Congo, au terme de sa première audience mercredi 9 juillet, le très attendu procès de l'ex-garde des Sceaux poursuivi pour détournement de fonds devant la Cour de cassation de Kinshasa a été reporté au 23 juillet. À la mi-juin, le scandale financier avait entraîné la démission de Constant Mutamba, soupçonné d'avoir attribué de gré à gré un marché de près de 30 millions de dollars pour construire une prison dans la ville de Kisangani à la société Zion Construction, qualifiée par le paquet de fictives n'ayant même pas bâti une cabane. Constant Mutamba, arrivé sur ses entrefaits, l'a écouté, le visage impassible avant de se rendre à la barre pour décliner son identité. La région chaude et humide a l'habitude de faire face à des cas de paludisme. Cette fois, de nombreux habitants sont pris de compte par des symptômes offensifs comme une détresse respiratoire, problème se soigner loin des hôpitaux, c'est souvent le premier réflexe de la population. 250 décès ont été recensés à l'échelle de la seule commune d'Ambotofli, selon une source locale le 27 juin, au moment où la situation s'aggravait. Le ministre de la Santé ainsi que celui de la population et de la communication se sont rendus au chevet de la population à Ikongo. Depuis, le gouvernement n'a livré aucune information sur le nombre officiel de décès dont sont témoins quotidiennement les habitants de la région. Une attaque russe nocturne contre Kiev a causé la mort de 2 personnes, ont annoncé les autorités locales jeudi matin avant une réunion entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue russe Sergueï Lavrov dans un contexte d'impasse diplomatique sur le dossier ukrainien. D'après le chef de l'administration militaire de Kiev, Timour, les forces russes ont ciblé au moins 6 districts de la capitale. Les frappes ou les débris des projectiles interceptés ont notamment touché des immeubles résidentiels, des véhicules, des entrepôts et des immeubles de bureaux de même source. Voilà ce qui met fin à la page internationale. Une note sportive dans ce journal avant de boucler Coupe d'Afrique des Nations football féminin. Le Sénégal, pour sa deuxième sortie, s'incline face à la Zambie. Zambie 3, Sénégal 2. Le Maroc bat sévèrement aussi la RD Congo, 4-2. Ici à Thiès, pour le compte de la Coupe de la Ligue, le tableau de la finale est connu. Walidane qui élimine Génération Foot 3-2. l'AS Pikine élimine la Sonacos de Diourbel 1-0. Ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.